Erwan Dieu est derrière moi, je crois, en fait. Il est parti. Donc, Erwan Dieu va intervenir. Il est le directeur de l'association association de recherche en criminologie appliquée. On a signé, on l'a dit tout à l'heure, Thierry l'a dit, une convention de partenariat avec cette association afin de mener une recherche-action sur la justice restaurative dans le cadre des mesures socio-judiciaires qui sera présentée. Alors je m'en excuse par avance, mais c'est vrai que c'est un moment pour les adhérents cet après-midi qui ne sera pas ouvert, parce qu'on est vraiment sur un point d'étape qui ne sera pas ouvert aux autres personnes. Erwan Dieu intervient sur l'articulation en matière de justice restaurative et pour quelle pratique. Erwan, vous avez une demi-heure. Juste une pression. Est-ce que vous m'entendez bien avec ce micro-là? C'est bon? Ouais, ok. Pardon, je pense qu'il faut juste brancher en fait la petite clé USB avec. Merci. Bien joué. Ouais, mais je vais bouger après, je pense. Ouais, Oui, parfait. Je vais faire les deux en fait. Je vais bouger aussi, je pense. Ça va aller, ça va aller. Comme ça. Comme ça. Merci. Je n'ai pas trop l'habitude. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je pense que c'est déjà la première chose. Merci pour l'organisation, mais surtout merci d'être là, parce que si vous n'êtes pas là, on parle un peu dans le vide. Et il y a des professeurs qui sont dans la salle, M. Cariou, qui savent à quel point, pendant des années, la justice restaurative a parlé peut-être dans le vide. Donc pour une fois qu'on a des spectateurs, qu'il y a du public, c'est plutôt agréable d'en parler. Donc merci à vous. Normalement, je viens et je présente souvent des tableaux statistiques, des façons de faire ou des programmes, des évaluations. Alors je le ferai un petit peu, mais pas tant que ça. Là, pour commencer, je voulais d'abord parler un petit peu de la façon dont on peut voir la justice restaurative, ce qu'elle peut permettre, et finalement partir peut-être dans une formulation un petit peu plus littéraire qu'à l'accoutumée. Du coup, je me permets juste un petit texte avant, et après, on présente un petit peu ce qu'il peut y avoir, les liens avec les modèles, le pourquoi la justice restaurative, etc. Mais derrière l'apparat finalement de la science, il y a toujours des personnes et ce qui les motive. Ça me semble intéressant de vous partager en fait ce qui nous motive tous ici à la justice restaurative. Parce que finalement, on n'aurait pas fait ça, on aurait fait peut-être autre chose, de la physique quantique ou quoi que ce soit. Il n'y a pas longtemps, sur Arte, il y a un documentaire qui est passé, et il y a un monsieur qui était un mania de la finance dans les années 80, et qui, avec la chute de la finance en 85, il me semble, en Angleterre, a choisi de partir sur une île, et il a choisi une île bien particulière, l'île qu'on appelait l'île de la désolation. Un peu spécial de choisir ça comme refuge. Il a essayé de fuir finalement ce qu'il appelait le mal qu'il a pu occasionner aux autres, et aussi le mal que lui a eu en pratiquant une finance qui s'est écroulée. Et cette île-là, il a décidé de la renommer Restoration Island. Alors évidemment, quand on aime bien la justice restaurative, ça nous parle, et puis on zappe pas finalement, on regarde un peu le documentaire, quoi. L'île restaurative, on regarde ce que c'est. Et ce gars-là a essayé de parcourir, d'avoir un processus restauratif sur cette île et a commencé à reconstruire des liens avec les autres îles, les autres habitants, et avoir des principes communautaires, et finalement se reconstruire une économie sur le terrain. D'une certaine façon, je partage un peu l'écrit, c'est que je pense que le processus restauratif est une traduction un petit peu de cette île et de cette personne, qui est bien que réelle, alors on a cité Kant tout à l'heure, on pourrait dire nominal, demeure une allégorie pour chaque quête existentielle subjective, de recherche de soi, de ses besoins primaires, de son ataraxie profonde, par une homéostasie psychique et interrelationnelle dans sa propre destinée. L'île, finalement, c'est le bout de cette rive qui montre à chaque passant de la justice restaurative relationnelle que l'existence passée et ses vulnérabilités sont un pont et pas une fin. Il ne tient qu'à soi, en tant qu'être libre, non chose finie, de courber sa trajectoire de vie. Chaque être détient en lui cette potentialité, cet idéal de liberté, non coupé des autres en homo mini lupus, ou égocentrique ou narcissique, mais en tant que noble égotiste, sculptant sa vie avec esthétisme, questionnement de son âme à son corps et de son corps à son âme, de recherche de la dignité personnelle afin de trouver en soi l'or à distribuer aux autres. Comment nouer sinon des relations d'équilibre si on n'est soi-même qu'une béquille permanente? Comment enrichir l'autre de sa monnaie sensorielle si notre réserve n'est que boîte à trésors vide? Se confronter à autrui, c'est déclarer la guerre à soi. Mais comme dans toute guerre, celle-ci doit respecter ses propres règles, ses propres armes et fixer ses propres limites.
Ainsi, il ne peut y avoir de victoire sans explorer ses propres tranchées et connaître les poilus qui y résident. Les fantômes aussi, parfois, doivent faire leur deuil. La guerre en soi, c'est un processus de paix envers autrui. Et pour entendre pleinement autrui, il faut apaiser en son esprit le bruit des batailles et finalement les fers qui s'entrechoquent. Quel seigneur signerait un pacte de paix avec une ombre qu'il ne peut entendre, trop accaparé par les discordes sur ses propres territoires? Autrui se doit d'être une lumière, un amas de néant frappant violemment les terres du Seigneur en perdition, afin de lui montrer, de lui dévoiler, parmi les sillons négatifs de son existence, le chemin qui serait à suivre. De ces grands axes empruntés et abandonnés par fragilité, autrui met à jour les vulnérabilités des armes dont le Seigneur se munit. Mais comme dit précédemment, cette éclaircie ne sera perçue comme telle et ne fera sens pour la personne que si, en soi, le voile de la guerre fut abouti et préalablement tombé, prêt à accueillir la puissance de l'autre et non sa pitié ou ses ressentiments, son énergie positive dissimulée derrière les mots. La violence de la vérité subjective exige un travail d'écoute et de fléchissement de ses propres perspectives. Sans quoi, les faisceaux d'autrui ne perceront pas les inclinaisons des soupiraux du Seigneur sans royaume. Que le Prospero shakespearien accueille l'île comme une délivrance et non un enfermement, avec son Ariel de vie et son Caliban de mort, l'île du renouveau à travers l'île du désespoir. Le tragique mène toujours à des vertiges différentiels, et à celui qui les vit de déterminer la hauteur. S'il le fait, qu'il sache que les plus hautes cimes ouvrent toujours sur les plus hauts horizons. Pour enfin observer avec cynisme et désir le trajet parcouru, l'ensemble du royaume qu'on ne craint plus de dominer, l'ensemble des ombres qui contrastent notre paysage, notre vie, l'ensemble de vie et de mort dont on prend possession non plus parce qu'on le doit mais parce qu'on le veut. La volonté de soi enfin recouvrée, sourire au croc carnassier du temps et de la mémoire, du fouet fourbe de la morale, pour caresser le serpent de la connaissance et ses souffrances qu'il inflige, que son venin ne soit plus poison mais vaccin, et lui susurrer à son tour l'écho de soi dans la phrase d'airain. Par mes vérités, je deviens qui je suis et je suis qui je deviens. Maintenant, on va parler un peu de justice restaurative telle qu'on peut l'aborder de manière classique. 3 questions se posent à nous. 3 questions qu'on peut se poser un petit peu sous une forme, finalement, qui voudrait être un criminologue. Souvent, on peut proposer la justice restaurative sous la forme de ses sources, de ses modèles, de ses protocoles, de ses pratiques, voire de ses sciences ou de ses chercheurs. Alors, j'en parlerai un petit peu, mais certains l'ont déjà fait avant moi. Une autre question possible, c'est finalement les personnes derrière tout ça, qu'est-ce qu'elles en ressentent, qu'est-ce qu'elles en tirent comme bénéfice. Il faudra faire une différence, et souvent c'est là la prudence, que les bénéfices tirés dans la justice restaurative ne sont pas forcément les objectifs a priori. On en reparlera un petit peu. Et enfin, quels sont les liens possibles avec les autres modèles, sachant que les autres modèles ne sont pas de la justice restaurative, mais explorent des champs qui pourraient être en lien avec le restauratif. Voire des fois, dans la justice restaurative, il y a des ponts déjà dressés avec les autres modèles et qui complètent. Première question qui a été un petit peu abordée par Estelle Zinstag, c'est que la justice restaurative, on peut en parler sous la forme des mesures à différents temps judiciaires, donc à différentes périodes. Est-ce que ça sera en pré-sententiel? Est-ce que ce sera en post-sententiel? Qui le détermine? Enfin, qui détermine la mesure restaurative? Et enfin, avec quel protocole? Est-ce qu'on va faire plutôt de la médiation restaurative, auteur-victime? Est-ce qu'on va plutôt faire du groupe? Est-ce qu'on va le faire plutôt sous conférence? Est-ce qu'on va le faire en milieu fermé, en milieu ouvert, etc. Là, Estelle a présenté un petit peu ça. Ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que lorsque l'on interroge les professionnels sur le terrain, donc ce sont des focus group qui ont été faits avec des équipes, c'est pas ce qu'on va présenter cet après-midi, c'était avec des services pénitentiaires et des services d'aide aux victimes, on se rend compte finalement que ce qui questionne la justice restaurative, c'est ce qui questionne en général les processus de médiation. Ceux qui connaissent un peu les travaux de Gagnepin en médiation se retrouveront là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a la question de la norme, le vécu de l'infraction. Est-ce que la justice restaurative va s'adresser à des personnes qui ont un vécu, une souffrance ou alors un type de mesure judiciaire grave ou plutôt faible? Il y a la question de l'outil, le cadre d'intervention. Est-ce que la justice restaurative devient un processus en soi ou est-ce qu'on en attend des objectifs précis? Est-ce que par exemple il y a un but défini qui peut être réhabilitatif, punitif, thérapeutique, etc. Alors, la plupart du temps on s'entend pour dire que non, on vit surtout le processus en soi. Il y a la question de la personne ou du lien relationnel. Est-ce que les personnes qui se rencontrent sont celles qui ont traversé la même situation problème, donc l'auteur de sa victime dans la même situation? Est-ce que c'est un auteur et une victime de la même infraction mais qui ne se connaissent pas? Est-ce qu'on reste entre auteurs, les cercles soutien-responsabilité? Est-ce qu'on va finalement s'adresser à un auteur qui devient le membre principal? Est-ce qu'on va plutôt être avec un ensemble de victimes?
À quelle personne on s'adresse? Quel est le lien relationnel qui est tissé? Et enfin, le signe, l'intentionnalité possible, c'est-à-dire finalement le niveau de volontariat. Claude Walgrave a indiqué qu'on n'est pas pleinement volontaire, ou le volontariat n'est pas complètement abouti. Pour autant, la plupart du temps, il n'y a pas non plus d'obligation totale. Donc on est plutôt dans un processus qui s'installe, et la question est de savoir, par rapport à notre mesure, notre programme ou notre pratique, où est-ce que l'on dresse la barrière? Ce sont les 4 grandes questions qui traversent en général les professionnels sur le terrain et qui demandent finalement d'installer une définition, un cadre de service, pour savoir comment on va procéder. À la table restaurative, quand on essaie d'avoir un petit peu de perspective théorique sur la justice restaurative, se demander finalement qu'est-ce qu'on peut en attendre, faut s'imaginer qu'on va manger. Oui, c'est un jeu de mots un peu raté. Justice restaurative, bon. On fait ce qu'on peut. C'est déjà bien un chercheur qui fait des blagues. Bon. On peut inviter différents auteurs. Volontairement, je n'ai pas invité les auteurs qui sont déjà dans la salle. Bon. Vous pouvez leur demander directement. J'ai convié ceux qui n'étaient pas là. Donc on peut leur demander leur avis, on peut venir essayer de dresser un petit peu ça. Ils ont chacun une opinion, pas forcément différente, mais complémentaire, qui se précise, et des angles d'attaque par rapport à la justice restaurative qui ne sont pas équivalents. Ils ne vont pas s'adresser exactement au même objet. Celui tout en haut, c'est Howard Zehr. Ceux qui apprécient la justice restaurative ont bien reconnu le regard bienveillant qui vient en général. Et Howard Zehr, qui est, alors je ne vais pas m'attarder, mais qui est, on pourrait estimer, le fondateur de la justice restaurative occidentale, puisque du coup il précise bien que la justice restaurative finalement traverse les différents champs de l'humanité. Howard Zehr va s'intéresser, et c'est son parcours de photographe, à qu'est-ce qui rentre dans le focal de la justice restaurative. Si j'augmente la lentille, si je la précise, à qui je m'intéresse? Aux auteurs, aux victimes, à la communauté, à la société, etc. Comment on peut préciser ça et comment on peut répondre et inviter les personnes directement concernées par une infraction à venir témoigner? Dans la plupart des cas, on ne le cite pas forcément directement, mais on a Rogers. On a Carl Rogers qui développe une perspective humaniste qui se retrouve bien, au moins dans la philosophie restaurative. D'ailleurs, les mécanismes d'empathie sont souvent cités dans la justice restaurative, que l'on doit à Rogers en psychologie. Il y a Mark Ambright qui, reprenant les travaux, précise les principes de scénarisation dans les rencontres. Scénarisation de la vie et de la problématique à échanger. On a Serge Charbonneau, qui du coup, pour l'IFJR, qui intervient pour l'IFJR dans les médiations restauratives, qui propose une approche particulièrement relationnelle de la rencontre. Et du coup, qui va proposer une façon d'envisager, de préparer l'auteur et la victime avec un protocole qui s'appelle MEI, pour parler de moi, de l'autre, lui donner un maximum d'informations et de sécurisation. On va avoir Braithwaite, qui pour les Français est une calamité à prononcer. Braithwaite qui va s'intéresser à ce qu'on en appelle, tu l'as précisé tout à l'heure, la honte réintégrative. Il y a aussi beaucoup de programmes qui s'inspirent de cette honte réintégrative. Il faut bien se rendre compte que Braithwaite, c'est quelqu'un qui a entendu, donc c'est un professeur de sociologie, qui a entendu un jour son père lui raconter une histoire sur un Japonais qui s'est laissé mourir de honte. Vous imaginez le repas de Noël, votre fils est professeur de sociologie de la peine, vous lui racontez une histoire comme ça. Ça lui a pris 20 ans à s'en remettre, au fils. Il s'intéresse à ça et il se rend compte qu'en effet, en l'état actuel, le processus pénal inflige une honte aux auteurs. Légitime ou non, ce n'est pas sa question. Il fait ce constat-là. Et il se pose la question de comment est-ce que l'on pourrait, à partir de cette honte, à un moment donné, réintégrer les auteurs. Comment on pourrait leur proposer que cette honte soit reconstructrice. Comment on peut passer à autre chose avec cette honte-là? Il se tourne vers la justice restaurative qui permet cela. Qui la permet? Il donne des explications. Braithwaite, elle permet puisque dans le champ restauratif, la personne qui est en face de nous, la victime notamment, mais le facilitateur aussi, la famille aussi, etc., est légitime à venir discuter. Ces personnes-là possèdent en elles une légitimité que l'on appelle endogène, très différente des légitimités exogènes plutôt statutaires d'un juge, d'un magistrat, etc. Ces personnes qui étaient présentes lors de l'infraction ont une légitimité en soi à remettre en question mon positionnement. Dernière personne dont je voulais parler, c'est Loïc Villerbu. Alors, j'en parle pas parce que je suis sponsorisé par la fac de Rennes 2. J'en parle puisqu'il avait proposé le concept du couple pénal auteur-victime et de rectifier les notions d'auteur-victime plutôt pour victimant-victimé. Il parlait plutôt, dans une situation, de s'intéresser à qui envoie la victimisation et qui la reçoit.
Et quelle est l'interaction finalement de cet échange? Comment cela se produit? Qui se sent victime ou non? Par rapport à ça, il indique que les auteurs, eux aussi, finalement, ont des perspectives victimales. Eux aussi ressentent des difficultés, des souffrances générées par l'infraction. Ça date pas de lui, Desgreff parlait déjà du sentiment d'injustice il y a plusieurs décennies. Mais l'idée de couple victimant, de l'approche victimale, est attribuée à Loïc Villerbu. Donc il y a un consensus qui peut tout de même se créer sur le fait que la justice restaurative, à un moment donné, se centre et se focalise sur les torts-besoins consécutifs générés par une infraction et va se centrer sur les personnes directement concernées par cette infraction. L'auteur, la victime, la communauté. Va déterminer des obligations. Au moins, c'est ce qui était précisé, une obligation relationnelle finalement, entre l'auteur et la victime et la communauté à venir en parler. Comment on peut mettre en œuvre des procédures qui vont inclure ces personnes-là? Comment on peut les impliquer? Donc, comment on va se tourner vers eux et leur proposer un intérêt légitime aussi à participer? Et enfin, quels moyens on leur donne? Ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. On leur donne pour venir échanger et pour assumer non seulement la responsabilisation des actes, mais aussi à un moment donné une possibilité d'empowerment pour la victime. Ça, j'y reviendrai. Quand on prend la littérature scientifique en tant que telle et qu'on regarde les articles scientifiques qui sont sortis depuis les années 2000 sur la justice restaurative, on se rend compte qu'en réalité, comme nos auteurs qui étaient à la table, l'orientation n'est pas neutre. Quand on est d'une orientation philosophique, on porte en soi une dimension fortement idéologique à la justice restaurative. Ceux qui ont des orientations plutôt psychologiques dans les revues, ce sont ceux qui majoritairement vont s'intéresser notamment à la dimension méthodologique. Quelle méthode, quelle pratique, mais du coup, quelle méthodologie derrière la pratique on va appliquer? Comment on sélectionne? Quels sont les critères d'entrée et de sortie des participants, etc. Et enfin, plutôt l'orientation sociologique, c'est celle qui va massivement questionner d'un point de vue scientifique l'épidémiologie, c'est-à-dire les résultats, les effets, les impacts de la justice restaurative. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'on parle de justice restaurative à quelqu'un qui a une dimension philosophique, juridique aussi, on est dedans, psychologique, sociologique. On ne va pas forcément parler de la même chose dans la justice restaurative. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on attaque le problème par un autre canal. Et on peut ajouter aussi la langue de publication. Quand on croise les revues francophones et les revues anglophones, on se rend compte que l'intérêt sur la justice restaurative n'est pas du tout le même. Les revues francophones vont s'intéresser massivement à une perspective philosophique et se retrouvent déficitaires d'une certaine manière par rapport à l'approche psychologique dans la justice restaurative par rapport aux anglophones. Ce qui est assez logique du coup de se rendre compte que les publications françaises sont beaucoup moins portées sur la méthodologie et les résultats de la justice restaurative par rapport aux anglophones. Donc, lorsque l'on est un francophone, qu'on s'intéresse à ça, qu'on veut évaluer le programme, mettre en place une méthodologie, etc., il est assez logique des fois que sur le terrain, par rapport à l'auteur et à la victime, on ait l'impression parfois d'être un bourreau, ne sachant pas quoi faire, où aller, ou quoi mettre en place, avec quels effets, ou d'être parfois un bricoleur, d'avoir cette sensation-là. Et en même temps, c'est assez évident, puisque auteur et victime, on leur propose un voyage dans le temps, dans le passé par rapport à l'infraction, dans le présent par rapport aux répercussions que cela a, et dans le futur, comment cela fléchit par rapport à leur trajectoire de vie. Puisque l'infraction remet en question beaucoup de choses. Au quotidien, nous avons ce qu'on appelle le souvenir du futur. On a cette capacité finalement, sans le savoir, sans se projeter directement, à se donner une perspective de vie. L'infraction remet en question la possibilité d'être quelque chose ou d'être quelqu'un. Donc comment on va interroger la temporalité chez l'auteur et la victime? Là-dessus, j'ai une bonne anecdote. Un adolescent qui est victime d'un accident, plus ou moins volontaire, celui-là je passe le détail, mais qui du coup, on nous demande d'intervenir à l'hôpital. On va discuter avec, donc nous on s'occupait des parents, on va voir l'enfant à l'hôpital, et l'enfant nous dit, donc l'enfant qui a perdu l'usage de ses jambes, l'enfant nous dit que ce qui est le plus dur pour lui à assumer, c'est pas que ce soit volontaire ou pas, c'est pas qu'il se sente victime ou pas du tout. Ce qu'il nous dit, ce qui est compliqué, c'est qu'il a l'impression qu'il ne deviendra jamais un grand sportif. On va voir les parents, on questionne un peu les parents, et surprise, c'est une famille qui n'est pas du tout portée sur le sport, voire plutôt hostile. L'enfant n'avait aucun intérêt particulier pour le sport, n'en a jamais fait en club ou quoi que ce soit, n'a jamais manifesté d'intérêt. Quand on lui demande, il le confirme, que ça ne l'a jamais intéressé.
Ce qui est compliqué pour lui, c'est d'avoir perdu un potentiel. Il aurait pu devenir quelque chose. Et il s'en rend compte maintenant que l'infraction s'est produite. En comparaison par rapport aux normes sociales. J'aurais pu devenir quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, je me sens privé de quelque chose qui ne s'est jamais produit et qui ne se produira jamais. Nos émotions ont du charme. C'est négatif parfois, mais on peut avoir des sentiments de privation sur des choses qui évidemment ne se produisent pas. La justice restaurative a cette capacité d'aller capter ça. Là où en thérapie, ce n'est pas forcément notre priorité directe. Donc même bien formé, même bien diplômé, on peut avoir l'impression finalement de ne pas savoir quoi saisir suivant notre orientation et suivant ce que l'on va lire en justice restaurative. On peut avoir cette sensation-là. Je donne cette image parce que je veux rendre hommage à un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui n'aurait jamais dû sortir. Bon, ne le regardez pas. Donc, au quotidien, on a une multiplication de personnes touchées par des infractions et qui ne sont pas restaurées. Alors, je donnerai une petite explication de ça avec un exemple que je donne à l'ENM qui passe plutôt bien. Oui, il y a des psychothérapies qui ont des impacts. Oui, il y a de la prévention de la récidive, etc. Pour autant, la justice restaurative va saisir autre chose. Et toutes ces personnes-là en auraient certainement besoin, à plus ou moins d'intensité. Mais en auraient certainement besoin. L'autre erreur, c'est de penser que la personne qui vient dans notre bureau, les deux personnes qui viennent dans notre bureau sont uniques. Or, quand elles viennent, elles sont tout autant leur passé, leur présent que leur futur. Elles sont tout autant nous face au facilitateur, mais elles aussi face à l'auteur, elles dans leur famille, elles dans leur travail, elles dans leur passion. Il y a plein d'identités qui se présentent à nous. Et suivant la question que l'on pose, ce n'est pas la même identité qui nous parle. Petit exemple donné à l'ENM. Imaginons, pour essayer de se mettre dans la peau, finalement, de ce que l'on peut restaurer, ou de ce qui n'est pas restauré, aussi poser ça. Imaginons, je suis un étudiant, j'ai un petit studio, sympa, je l'ai aménagé pour me sentir plutôt bien. Dans ce studio, ce qui est plutôt agréable, c'est que j'ai ma porte d'entrée, là j'ai 2 fenêtres, donc c'est plutôt bien éclairé. J'ai mon bureau, j'ai mis mon ordi là avec la bibliothèque à côté, je me sens plutôt bien. J'ai la table de repas avec les amis qui viennent pour faire des soirées, c'est plutôt bien éclairé aussi. Et le canapé, ça me permet de dormir dedans, être un petit peu en retrait par rapport à la porte. Je me fais cambrioler, donc je suis plutôt satisfait de mes 3 emplacements. Je me fais cambrioler et on me prive de mon ordinateur portable. La réparation matérielle en soi va nous proposer un dédommagement par rapport à l'ordinateur portable. On peut engager une psychothérapie sur différents champs aussi. Pourquoi pas ? La question qui peut se présenter à la personne, c'est maintenant que j'ai récupéré de quoi acheter un ordi, je le mets où ? Et là, on va tomber dans des ruminations qui peuvent être vite insupportables. Est-ce que je le remets au même endroit ? Mais si je le remets au même endroit, je prends le risque finalement de nouveau me faire cambrioler, parce que si on est rentré chez moi et qu'on a pris spécialement l'ordinateur portable, c'est qu'il a été sélectionné, qu'on savait où il était. Du coup, je fais quoi ? Je vais réaménager tout mon intérieur, mon espace psychique finalement. Je vais tout réaménager. Je vais mettre la table et l'ordinateur là, comme ça j'ai toujours l'éclairage du jour, mais je ne suis pas directement en lien avec les fenêtres, alors je vais même mettre la bibliothèque qui barre là, comme ça de l'extérieur on ne peut pas voir mon ordi. C'est plutôt pas mal ça. Ça m'arrive d'être un petit peu anxieux par rapport à la porte en me disant mais j'ai été cambriolé, il n'est pas passé par la fenêtre, donc il a dû passer par la porte, c'est étrange. Ce que je vais faire, c'est que je vais dormir face à la porte, installer un petit système de vigilance, un petit truc qui fait que j'entends si quelqu'un rentre et je peux prévenir la police tout de suite. Du coup, il ne me reste plus qu'un seul espace pour essayer d'accueillir mes amis pour manger, complètement étriqué, loin de la lumière. Techniquement, je suis réparé, matériellement. Est-ce que je déclenche des TOC, des phobies ou quoi que ce soit ? C'est pas sûr. Est-ce que je me sens bien dans mon nouvel espace intérieur ? Certainement pas. Et la personne peut se reconstruire avec ce nouvel aménagement et le faire perdurer et y accorder une nouvelle forme d'identité. L'identité de quoi ? De quelqu'un qui un jour a été victime. Elle porte en elle le fait que sa vie tourne au quotidien, tourne autour du fait d'avoir été victime. Qu'est-ce que pourrait produire la justice restaurative par rapport à ça ? 4 grandes choses. D'une certaine manière, 4 grandes perspectives, avec plein de biais, plein de limites, etc. Mais c'est déjà énorme de se positionner là-dessus. La justice restaurative permet une satisfaction pour les personnes, permet de nous proposer des pistes par rapport à la récidive, permet finalement de recourir à un bien-être ou une qualité par rapport à des effets psychologiques, et permet un empowerment. Là, ce que je précise, c'est ce que ça produit. Ça ne veut pas dire que c'est l'objectif restauratif.
ça produit ça. Pour autant, il y a des limites. Sur la satisfaction, beaucoup de choses très intéressantes. Pour les auteurs, des travaux, une méta-analyse qui a été assez passionnante, c'est celle de Latimer, avec toute son équipe derrière, qui montrait que les auteurs, là il me semble qu'il s'agissait de mineurs dans le Queensland, les auteurs étaient très largement satisfaits par le processus de justice restaurative. Beaucoup s'engageaient finalement à un accord et beaucoup respectaient l'accord. Beaucoup plus en tout cas que ceux qui n'avaient pas participé à la justice restaurative. Pour les victimes, les travaux de Sherman et Strang sont vraiment très intéressants et montrent que les victimes sont d'autant plus satisfaites dans la justice restaurative que dans de la justice pénale dite traditionnelle. Quand on prend un petit peu les statistiques, c'est vrai que c'est assez intéressant. Sur les victimes qui viennent, 90% souhaiteraient avoir des excuses, donc vous imaginez, 100%, 90% voudraient avoir des excuses. Sur ces 90%, dans la justice restaurative, 86% en auraient. Donc on va baisser 86% de 90%. Et sur ces 86%, 77% estimeraient que c'est sincère de la part de l'auteur. Donc on va tourner à du 50%. 2 minutes. D'accord. Ouais, c'est pas... Alors que dans la justice pénale traditionnelle, sur les 90% qui désirent des excuses, seulement 19% en obtiennent. Et dans les 19%, donc on va là, dans les 19%, il y en a 41% qui pensent que ces excuses sont sincères. Par rapport à la récidive, certaines études montrent qu'il y a un impact. Ces études-là ont été largement contredites par les travaux de Bonta et Tony Ward il n'y a pas longtemps. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la question de est-ce que ça a un effet sur la récidive, sur le risque de récidive. La grande question, c'est comment on le mesure. Est-ce qu'on parle de la récidive légale? Est-ce que l'on parle plutôt de la récidive violente? Est-ce que l'on parle plutôt de la réitération? À quel moment on en parle? 6 mois après, 1 an après, 3 ans après, 5 ans après? Et est-ce que l'on en parle avec, finalement, une évaluation stricte? Évaluer la récidive dans la justice restaurative sur quelqu'un qui a beaucoup de facteurs de risque, c'est-à-dire beaucoup de problématiques dans sa vie, de vulnérabilité, avec un parcours chaotique, difficile pour lui de se reconstruire. Ce n'est pas pareil qu'évaluer la justice restaurative pour quelqu'un qui serait un primo-délinquant soutenu par sa famille. Comment on fait la différence dans les processus? Jusque-là, très rarement, les évaluations d'impact sur la récidive faisaient des nuances par rapport aux problématiques de base. Les travaux de Bonta montrent que quand on est plutôt engagé, c'est-à-dire qu'on a commis une infraction dans une erreur de vie, on n'a pas beaucoup de problématiques de vulnérabilité, etc., la justice restaurative peut avoir un effet sur la récidive. On est sur une corrélation à 0,08, c'est pas énorme. C'est-à-dire que vous avez récidive et vous allez avoir une petite diminution, pas grand-chose. Quand on est sur des grandes problématiques, on est sur du 0,01, c'est-à-dire qu'on est à 1% d'impact à peu près, même si ce n'est pas exactement fiable comme ça. Donc plus on a de problématiques, moins la justice restaurative, finalement, est pertinente. Pertinente par rapport à la récidive, ce qui n'est pas son objectif direct. Pour les effets psychologiques, on se rend compte pour les auteurs, comme pour les victimes, que cela a un impact très intéressant de passer par la justice restaurative. Cela ne fait pas une thérapie. Quand vous êtes avant la justice restaurative, là, avant, et après, par rapport à un groupe qui ne suit pas un programme de justice restaurative et un groupe qui en suit, vous voyez que le programme qui suit la justice restaurative a une large diminution de ces problématiques psychiques et sociales. Pour autant, il y a un palier qui correspond finalement au palier thérapeutique, qui n'est pas atteint par la justice restaurative puisqu'elle n'a pas les méthodes et ce n'est pas son ambition que de faire de la thérapie. Mais la grande diminution qui est là aide les thérapeutes à côté. Parce que c'est du temps de gagner, c'est de l'argent gagné pour la personne, parce que les thérapies en France coûtent cher. On commence simplement à envisager le fait qu'elles soient remboursées. C'est tout ça de gagner. Et enfin, sur l'empowerment, il faut donner des précisions. Il y a plein d'empowerment différents, l'empowerment social, psychologique, politique, etc. En justice restaurative, ce qu'il faut essayer de cibler, c'est que donc, vous auriez ici la notion d'empowerment, surtout. C'est-à-dire qu'on va faire une différence entre la croyance entre ses attributions personnelles, en quoi je m'estime maître de mon destin, ou alors le fait de penser que c'est les autres, l'aléa, qui va décider de ma vie. La justice restaurative ne renforce pas la croyance en ses propres capacités. Par contre, elle a un impact très intéressant. Elle diminue très nettement la croyance que notre vie passe par les autres.
Donc elle diminue la croyance dans l'aléatoire et dans l'accidentel. Ce n'est pas l'estime de soi que ça vient chercher, directement. Ça sera un travail thérapeutique. Mais elle permet de limiter les échos de la situation problème qui viennent nous chercher encore aujourd'hui. On peut reprendre sa vie en estimant qu'en effet, il y a des accidents, en effet, il y a des infractions. Mais on peut continuer sa vie avec ça. J'ai presque fini. Ouais. Alors, pour essayer de finir, c'est qu'en justice restaurative, comme dans les autres programmes, il faut faire attention à nos perceptions. En psychologie, ce qu'on appelle les corrélations illusoires. On a des heuristiques un peu comme dans un ordinateur et on fait des liens qui n'ont pas de rapport, souvent. Vous me donnez deux informations, naturellement, j'ai envie de les traiter ensemble et penser qu'elles peuvent aller ensemble et qu'elles ont du lien. On fait trop de corrélations illusoires, trop de liens illusoires au quotidien. Je vous en donne un qui est assez sympa. Si on veut faire de la prévention de la récidive, moi je vous recommande d'acheter des lunettes d'Affelou. En plus, la deuxième paire est gratuite. Vous faites de l'économie. Ça va vite, c'est rapide, on ne fait pas beaucoup d'entretien. Pourquoi ? Parce qu'on a des corrélations illusoires très intéressantes. Et juste en perception, lorsque quelqu'un met des lunettes, on lui accorde le fait d'être plus intelligent, plus stable, moins violent. Donc vous créez une sensation de limite de la récidive. Sympa. Donc on peut en effet transformer un trafiquant de drogue en un professeur d'histoire. Pourquoi pas ? Quelqu'un des Hells Angels en un fashion designer. Un boucher psychopathe en un artiste. Évidemment, c'est une allégorie ridicule. C'est pour montrer que nos corrélations sont difficiles à capter. Il faut être prudent par rapport à ça. Et ce que l'on fait par rapport aux auteurs et aux victimes, ce qu'on leur propose, il faut être formé. Alors, il y a l'Institut français de la justice restaurative qui propose ça, formation sur plusieurs modules. Il faut être formé, il faut faire de l'évaluation de notre programme pour le remettre en question. Et surtout, ce n'est pas une question de protocole à l'origine. C'est de quoi les personnes ont besoin en local, chez nous. On ne se réinsère pas en France, on ne se réinsère pas en Syrie. On se réinsère à Tours, à Nantes, à Alep. En local, dans nos familles et chez les personnes qu'on connaît. Merci beaucoup. Erwan, merci beaucoup de cette intervention. Ça donne envie d'aller vous écouter à l'ENM, mais je ne sais pas si c'est public.